En 1921, un millionnaire noir de Wall Street nommé O. W. Gurley se tenait à l'angle de Greenwood Avenue et regardait son empire partir en fumée. Les flammes n'étaient pas accidentelles. Elles avaient été allumées par une foule blanche armée de dynamite, assermentée par le gouvernement local et soutenue par des avions volant au-dessus du quartier, larguant des bombes incendiaires sur son voisinage. Son nom, vous ne l'avez probablement jamais entendu. Et c'est exactement ce qu'il voulait. Car si vous saviez qu'il existait des millionnaires noirs à une époque où vos arrière-grands-parents ne pouvaient même pas voter, tout ce qu'on vous a appris sur l'histoire s'effondrerait. Laissez-moi vous montrer 7 noms qu'ils ont enterrés. Entre les années 1890 et 1930, quelque chose d'extraordinaire s'est produit en Amérique. Quelque chose que vos manuels d'histoire ont soigneusement omis. Malgré les lois Jim Crow, malgré le terrorisme légalisé et l'oppression systémique à chaque tournant, les Afro-Américains ont bâti des fortunes rivalisant avec celles des élites blanches. À Tulsa, Oklahoma, Durham, Caroline du Nord et partout dans le Mississippi, des entrepreneurs noirs créaient des banques, des journaux, des compagnies pétrolières, des hôtels de luxe et des quartiers commerciaux prospères. Ils ne faisaient pas que survivre, ils dominaient. Et c'était là le problème. Car voici ce qu'ils ne veulent pas que vous compreniez. Chaque millionnaire noir vivant était une preuve vivante que le mensonge fondateur de la suprématie blanche était faux. Tout le système reposait sur l'idée que les Noirs étaient naturellement inférieurs, incapables de créer de la richesse ou de contribuer à la civilisation. Mais quand Black Wall Street comptait plus de millionnaires par habitant que la plupart des quartiers blancs, quand des femmes noires gagnaient plus que des hommes d'affaires blancs, quand d'anciens esclaves devenaient propriétaires terriens et philanthropes en une seule génération, ce mensonge s'effondrait. Alors le système a fait ce qu'il fait toujours quand il est menacé. Il a répondu par la violence, par la loi et plus insidieusement encore, par l'effacement. Ils ont brûlé les villes, ils ont chassé les familles, ils ont volé les terres. Puis ils ont écrit les livres d'histoire comme si rien de tout cela n'avait jamais existé. Commençons par la femme dont le succès était si immense que les historiens blancs n'ont littéralement pas su quoi en faire. Madame C.G. Walker est née Sarah Breedlove en 1867, de parents réduits en esclavage sur une plantation de Louisiane. Orpheline à 7 ans, mariée à 14, veuve à 20 ans, avec une jeune fille à nourrir. Elle travaillait comme blanchisseuse, gagnant à peine $1 par jour, et perdait ses cheveux à cause du stress et des produits capillaires agressifs destinés aux femmes noires à l'époque. Alors, elle a fait ce que font les entrepreneurs. Elle a vu un problème et créé une solution. Walker a développé sa propre gamme de soins capillaires spécialement pour les femmes noires et a bâti un réseau de vente porte-à-porte qui ferait passer les entreprises de marketing multiniveau modernes pour des stands de limonade. En 1910, elle employait des milliers de femmes noires à travers le pays, leur offrant indépendance financière et dignité à une époque où leurs seules options étaient le travail domestique ou rien du tout. En 1919, elle valait plus d'1 million de dollars, devenant ainsi la première femme millionnaire autodidacte des États-Unis. Pas la première femme noire, la première femme, point final. Elle acheta un manoir dans l'État de New York, juste à côté du domaine de John D. Rockefeller, pour prouver que l'excellence noire avait sa place partout où la richesse blanche existait. Mais voici ce qu'ils ont fait de son héritage. Pendant des décennies, les historiens blancs l'ont soit effacé, soit attribué son succès à tout le monde, sauf à elle. Ils disaient que son avocat blanc dirigeait réellement l'entreprise, qu'elle avait simplement eu de la chance. Certains manuels la mentionnaient
en une seule phrase quand il la mentionnait. Car reconnaître qu'une femme noire, née dans l'esclavage, avait surpassé les capitaines de l'industrie exigeait d'admettre une vérité qu'il ne pouvait accepter. Et cela empire. Car pendant que Walker devenait célèbre, une autre femme noire était encore plus riche. Et l'histoire l'a enterrée si profondément que la plupart des gens n'ont jamais entendu son nom. Annie Malone, née en 1869 dans l'Illinois, orpheline très jeune, a bâti un empire capillaire appelé Poro qui rendait l'entreprise de Walker presque modeste. À son apogée, sa fortune était estimée à 14 millions de dollars. Elle employait 75 000 personnes dans le monde. Elle possédait un pâté de maisons entier à Saint-Louis avec usines, écoles, théâtres et logements pour ses employés. Madame C.G. Walker avait d'ailleurs commencé comme vendeuse pour Malone avant de se lancer seule. Malone était le modèle, mais elle a commis une erreur fatale. Elle était trop généreuse. Elle a donné des millions aux orphelinats, financé des écoles et universités noires, soutenu des organisations de défense des droits civiques. Lors d'un divorce amer dans les années 1920, ses avocats blancs et un système judiciaire raciste ont méthodiquement vidé sa fortune à coups de frais et de jugements qui n'auraient jamais été infligés à une femme d'affaires blanche. À sa mort, en 1957, l'essentiel de sa richesse avait disparu. Et son nom avait été effacé au point que ses innovations furent attribuées à d'autres. Deux des femmes autodidactes les plus riches de l'histoire américaine. Toutes deux noires. Et pendant plus d'un siècle, l'Amérique a fait comme si elle n'avait jamais existé. Revenons maintenant à cette rue en flammes à Tulsa. O.W. Gurley, né en 1868, 3 ans seulement après la fin de l'esclavage, s'installa en Oklahoma, lors de la ruée vers les terres. Il acheta 40 acres dans un secteur qui deviendrait Greenwood. Sa vision, créer un lieu où les Noirs pourraient bâtir leur richesse sans dépendre d'entreprises blanches discriminatoires. Il vendit les terrains exclusivement à des acheteurs noirs et ouvrit une pension et une épicerie. D'autres entrepreneurs suivirent. En 20 ans, Greenwood devint la communauté noire la plus riche d'Amérique. En 1921, ce quartier de 35 pâtés de maisons comptait plus de 300 entreprises appartenant à des Noirs. Banques, hôtels, cinémas, cabinets médicaux et juridiques, hôpital, réseau de bus, voitures de luxe et plusieurs millionnaires. Les habitants l'appelaient Little Africa. Le reste du pays l'appelait Black Wall Street. Le 31 mai 1921, tout fut détruit. À la suite d'une fausse accusation contre un adolescent noir, une foule blanche de milliers de personnes attaqua Greenwood. Plus de 300 Noirs furent assassinés, 10 000 laissés sans abri, 35 pâtés de maisons réduits en cendres. Après le massacre, la ville de Tulsa empêcha presque toute reconstruction par des lois et règlements. Les assurances refusèrent de payer. Puis, pendant 75 ans, le massacre racial de Tulsa fut retiré des manuels scolaires de l'Oklahoma, effacé comme s'il n'avait jamais existé. Et Tulsa n'était pas un cas isolé. À Memphis, Robert Reed Church, né esclave en 1839, devint le premier millionnaire noir du Sud. À San Francisco, Mary Ellen Pleasant finança John Brown et gagna des procès pour discrimination en 1866. À Birmingham, A.J. Gaston bâtit un empire et soutint le mouvement des droits civiques. À Los Angeles, Biddy Mason, né esclave, devint l'une des plus grandes propriétaires foncières de la ville. Tous ont une chose en commun. Leur richesse menaçait le système. Alors, on a brûlé les preuves, volé les terres, réécrit l'histoire. Car si les générations futures
savaient que des Noirs avaient bâti des fortunes malgré l'esclavage, Jim Crow et le terrorisme, alors tous les prétextes expliquant les inégalités raciales s'effondreraient. L'effacement n'était pas un accident, c'était une politique. Madame C. G. Walker, O. W. Gurley, Robert Reed Church, Mary Ellen Pleasant, Annie Malone, A. J. Gaston, Biddy Mason. Dites leurs noms, partagez leurs histoires, car la plus grande menace pour l'oppression a toujours été la mémoire. Ils ont brûlé les preuves en espérant que vous ne poseriez jamais de questions. Mais maintenant, vous savez, et savoir change tout.